Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez dû le voir dans le titre une nouvelle fois, cette vidéo va être consacrée aux finalistes du PLIB, aux vainqueurs que j'ai décidé de sélectionner dans la catégorie Young Adult Jeunesse. Une fois de plus, cette aventure était absolument incroyable, j'ai adoré cette expérience, c'était vraiment super chouette. Je me suis vraiment régalée, côté adulte, Young Adult Jeunesse, les deux, j'ai adoré. J'ai fait d'excellentes découvertes, et par chance, les 5 finalistes qui avaient été choisis par tous les jurés étaient 5 titres que je voulais absolument découvrir parce qu'ils me faisaient tous terriblement envie. Alors, comme pour la section des adultes, je vais vous remettre un petit peu en mémoire les fameux 5 finalistes, ce dont ils parlaient avec leur couverture, pour basculer ensuite vers le classement qui ira donc de la 5e position à la première pour avoir donc le finaliste que j'ai choisi. En premier lieu, il y avait Sistra de Marine Stengel, publié chez les éditions Plume Blanche. Alors celui-ci, j'avoue qu'il me faisait envie depuis que j'avais vu passer la couverture, qui me paraissait à la fois étrange, à la fois dérangeante et à la fois fortement intrigante. Parce qu'on va être dans une dystopie, dans un monde où la surpopulation est devenue complètement ingérable. Et les dirigeants de chaque pays ont décidé de faire un petit peu à leur sauce, suivant ce qu'eux ils ont envie, pour pouvoir réguler la population. Et l'Europe, elle a décidé d'imposer la loi Sistra, c'est-à-dire la loi de l'enfant unique. Chaque famille doit avoir uniquement un enfant, garçon ou fille, peu importe, du moment qu'ils n'en ont qu'un. Et si par malheur ils en ont un second, la loi Sistra s'applique. Loi qui dit qu'il va falloir séparer les 2 enfants, les envoyer chacun dans une école où ils vont être plutôt intellectuels, avec des cours plutôt théoriques, avec un enseignement uniquement à base de livres et aucun entraînement physique. Et à l'inverse, l'autre enfant va être envoyé dans l'école plutôt physique justement, à base de combats, à base de cours pratiques, et où tous les cours théoriques sont proscrits. Et les enfants vont être élevés dans la haine l'un de l'autre, car une fois que l'un des deux aura atteint la majorité, ils vont être obligés d'aller dans un combat à mort où il n'en restera qu'un seul pour pouvoir avoir donc un seul et unique enfant par famille. La joie des gouvernements et de leurs lois pourries. Mais grâce à cette loi, on a eu le droit à un livre absolument captivant. Captivant, mais pour moi, ça a été à partir de la 2e partie de la lecture, je dirais. Parce que la première est certes très intéressante, mais elle était un petit peu plate pour moi, parce que c'est vraiment le côté donc théorique de la loi, avec l'installation de cette dernière, avec 2 personnages principaux qui sont 2 sœurs qui vont devoir être amenées donc à combattre, à être élevées dans la haine l'une de l'autre, parce qu'elles savent qu'il n'y en aura qu'une qui va se ressortir vivante à la fin. Et ce combat, cette approche justement de ces élèves qui vont se monter les uns contre les autres, c'était fortement intéressant. Le côté justement un peu psychologique des personnages qui vont être amenés à vivre dans la haine de l'autre, dans la guerre, ou dans la résilience, dans l'acceptation, dans l'amitié, c'était super chouette. D'excellentes idées, avec une fin de tome qui pourrait se suffire en soi, mais qui appelle à une suite, et une suite que j'ai terriblement envie de découvrir parce que j'ai vraiment adoré ce premier tome. Ensuite, dans un côté plus doux, nous avions le titre Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié à l'École des loisirs, avec une couverture très chatoyante, absolument adorable avec ces petits êtres de la forêt. Mais derrière ce dessin très engageant et ce titre tout doux, il y a quand même une histoire assez dure et triste finalement. Parce qu'on va suivre Ferdinand la taupe, qui a des problèmes de mémoire. Il la perd petit à petit, il ne se rappelle plus de où il a mis certains objets, comme il ne se rappelle plus également de certaines personnes. Par chance, il avait consigné toutes ses mémoires, toute sa vie, dans un livre qui est à la bibliothèque d'Archibald Le Renard. Le problème, c'est que chaque livre a été fait en un seul et unique exemplaire et qu'Archibald vient de vendre celui de Ferdinand la taupe. Va s'enclencher alors un processus d'amitié, de voyage initiatique, de voyage pour retrouver la mémoire et faire vivre à Ferdinand la taupe le moment présent, comme lui faire revivre son passé pour l'ancrer vers son avenir. Il sait qu'il est en train de perdre la mémoire, qu'il y a des effets irréversibles derrière, mais Archibald va construire une belle aventure, une belle amitié, et va tout faire pour l'aider à se souvenir et à apprécier le moment présent. Et derrière donc ce conte très doux, il est également très dur, parce que
Sous couvert de cette maladie de l'oubli-tout, il y a celle de l'Alzheimer qui est donc malheureusement bien présente dans notre monde réel. Et la plume de l'auteur est très douce. Elle nous porte par la main comme un ami, comme un membre de la famille, comme un membre du personnel médical qui va nous aider à accepter en tant que malade ou en tant qu'accompagnant envers quelqu'un qui est atteint de cette maladie. C'est très doux, c'est très beau, le tout porté également par les illustrations de Sanae qui sont absolument magnifiques et qui illustrent parfaitement le ressenti que l'on a à la lecture de ces lignes. C'était beau, doux, envoûtant et terriblement triste à la fois. Un mélange d'émotions que chaque personne, je pense, a ressenti différemment, mais que chacun a apprécié au plus profond pour diverses raisons. Et ce fut en tout cas une très jolie découverte. Ensuite, il y avait Tiziri de Alexiane Delis, publié là aussi chez Plume Blanche. Et on va suivre donc Tiziri, comme le nom du livre. Et dans ce roman, les humains sont retranchés sous un dôme depuis l'arrivée des écomères sur Terre, un peuple extraterrestre qui ne porte pas vraiment les humains dans son cœur. Donc pour se protéger, ils se sont mis sous un dôme et ils leur ont laissé la jungle terriblement hostile en tant que territoire de chasse. Le problème c'est que sous le dôme, il n'y a pas de nourriture, donc il y a des chasseurs qui doivent se rendre dans la jungle pour ramener à manger au peuple pour pas qu'ils meurent de faim. Et Tiziri fait partie de ces chasseurs, et elle a la particularité d'être albinos. Et cette particularité la met un petit peu à l'écart de son peuple parce qu'il la trouve justement différente. Sauf qu'elle, elle est pleine d'entrain, elle est pleine de conviction, et même si elle croit ce que lui disent les anciens, elle a envie de se faire sa propre opinion et sa propre vie. Au cours d'une de ces chasses, elle va se retrouver face à une mer de couleur violette, et à partir de là, toutes ses convictions vont être chamboulées et remises en question. Parce que les anciens leur avaient dit qu'ils étaient sur Terre, au centre de l'Afrique, et c'est impossible qu'il y ait une mer et encore moins de couleur violette. Et à partir de là, toutes les questions vont s'enchaîner, tout comme les rebondissements, avec une remise en question de la parole des anciens et une bataille contre ces fameux écomères. Et c'était une découverte absolument incroyable, parce que la plume de l'autrice est vraiment captivante, envoûtante, elle nous plonge dans un lieu à la fois hostile et à la fois magique qui vraiment transporte le lecteur, avec des petites vibes un petit peu à la Avatar, parce qu'il y a cette fusion entre la nature et les autochtones, et l'humain qui est là pour venir tout détruire et briser. Même si tout n'est pas rose de tous les deux côtés, il y a des secrets, il y a des non-dits, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Par la mise en page qui, une fois de plus, est très belle avec des en-têtes de chapitres magnifiques, une couverture absolument sublime et une plume que j'ai vraiment adorée. Ensuite, nous avons L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, qui va nous transporter dans une Grèce antique plutôt revisitée. Car là, il va y avoir deux clans, celui des hommes et celui des femmes. Celui des hommes étant le sexe faible, les hommes étant traités en esclaves, ils ne servent que de reproducteurs ou pour se battre dans l'arène pour le plus grand plaisir de ces dames. Et donc les femmes, elles sont le sexe fort. Elles sont là pour régner tant en matière religieuse que politique, que écologique ou sociale. Elles sont les maîtresses dans tous les domaines. Et dans cette société, nous, on va suivre Adona. Adona qui est la fille de la personne la plus haut placée dans la hiérarchie, qui est donc extrêmement riche, extrêmement populaire et extrêmement crainte et respectée. Adona, elle va avoir 18 ans et son seul et unique but dans la vie, d'après ce que la société veut d'elle, c'est d'enfanter, et évidemment une fille, parce que sinon si c'est un garçon, c'est un échec, ça ne lui servira à rien, il va forcément être tué. Sauf qu'elle, elle n'est pas très prête pour pouvoir devenir mère, elle se sent pas encore à l'aise avec cette idée, mais sa mère l'a obligée, et elle doit donc participer à un tournoi dans lequel il va y avoir des hommes qui ont été choisis pour devenir les futurs géniteurs. Elle va devoir trouver celui qui lui plaît le plus et, à l'aide de cadeaux ou de dons, essayer de le faire gagner le tournoi pour pouvoir se reproduire avec lui et donc enfanter une fille. Et du côté des hommes, nous allons suivre Hélios, qui est donc sur une île où tous les hommes sont regroupés et où leur seul espoir de sortir est de participer à ce fameux tournoi, qui est plutôt un jeu de gladiateurs qu'un tournoi assez amical finalement. Mais Hélios a des projets un petit peu secrets et son destin va se retrouver lié à celui d'Adona,
mais pas spécialement dans les bons sens du terme. Et cette nouvelle version de la Grèce avec la domination des femmes est assez particulière parce qu'elle représente tous les soucis de la société actuelle, mais inversés et exacerbés. Et c'est assez particulier avec d'étranges idées qui sont bonnes, mais qui m'ont semi-transportée, on va dire. Semi-transportée parce que même si j'ai aimé le concept qui se place donc en Grèce antique, moi j'ai pas aimé cette relation de domination qu'il y a sur un sexe par rapport à l'autre en fait. Les idées donc sont bonnes, mais l'histoire met assez beaucoup de temps quand même, mine de rien, à se mettre en place malheureusement. Et quand tout commence à bouger, quand ça commence à devenir intéressant, on arrive déjà sur la fin du récit et on va bloquer sur une fin assez abrupte qui apporte encore un énorme lot de questions et où on a eu assez peu de réponses dans le premier tome. Alors, même si j'ai été semi-transportée, je suis curieuse d'aller lire la suite parce que justement je veux mes réponses à ces questions, mais je déplore le fait qu'il y ait fallu quand même que ça mette assez longtemps pour pouvoir se mettre en place. Donc, c'était quand même une belle découverte, mais qui aurait mérité peut-être un petit peu plus de rythme pour pouvoir me happer du début à la fin. Et enfin, le dernier titre qui concourait parmi ces 5 finalistes, il s'agit de Les Royaumes Immobiles, le premier tome, La Princesse sans visage de Ariel Holzel. Et outre le fait que c'est vrai qu'une fois de plus, c'est la couverture qui m'avait tapé dans l'œil en premier, avec ce magnifique feuillage, cette personne très mystique et mystérieuse avec ce magnifique masque ouvragé de manière totalement incroyable, et bien il y avait aussi le côté un petit peu magique qui se dégageait de ce titre. Parce qu'on va être dans un monde où il y a un royaume en fonction de chaque saison. Et le trône d'automne est actuellement vacant. Et il va y avoir un grand concours qui va réunir certaines prétendantes venant de chacun des royaumes pour pouvoir accéder à ce fameux trône. Et il va y avoir parmi ces candidates Ivali. Ivali qui est une faée qui a été maudite. Elle porte le masque parce que c'est une belle à mourir, c'est-à-dire que chaque personne qui va la voir sans son masque va devenir complètement fou au point d'attenter à ses jours. Donc elle se protège avec ce masque et elle va se retrouver embarquée dans des aventures folles parce qu'elle ne voulait pas spécialement prétendre à ce trône parce que pour elle, elle était juste une femme lambda, sauf qu'elle a du sang royal dans les veines et qu'elle ne le savait pas, donc elle est légitime pour pouvoir prétendre au trône. Et à partir de là, elle va devoir subir les mêmes épreuves que les autres prétendantes, et des épreuves qui ne sont pas toutes très sympathiques parce que si on échoue, on peut être soit disgracié, certes, mais on peut également en mourir. Et j'ai bien aimé cette œuvre avec les idées de Ariel Holzel. Il y a un côté un petit peu magique, un petit peu conte cruel aussi, avec d'excellents choix pour les épreuves. Il a une plume qui porte le lecteur, qui, malgré le fait que ce soit un premier tome, et donc qu'il mette les bases en place, et donc qui fait que c'est un tome assez introductif, ben moi le côté des épreuves m'a bien plu. Et même si la fin paraît également assez abrupte, avec les prémices d'une nouvelle guerre et de quelque chose qui va être certainement grandiose dans le tome 2, et ben le premier tome pour moi a rempli ses promesses, et la découverte donc de la plume de cet auteur m'a permis de vouloir continuer et avec le tome 2, et avec d'autres récits qu'il a écrits et que je ne connais pas encore. Et parmi ces 5 titres, j'ai donc fait d'excellentes découvertes, parce que je ne connaissais pas les auteurs et autrices, donc j'ai découvert des plumes, des univers et des histoires absolument incroyables qui m'ont fait voyager, qui m'ont transporté, qui m'ont fait vibrer et véhiculer un maelstrom d'émotions que j'ai vraiment adoré. Donc, ça a été assez compliqué, il est vrai, pour pouvoir faire un choix parce que j'avais vraiment assez aimé toutes mes lectures. Mais, une fois de plus, comme pour la section des adultes, il a fallu faire un classement, il a fallu faire un choix et n'en sélectionner que un pour pouvoir gagner, je l'espère en tout cas, cette édition du PLIB 2023. Alors, commençons tout de suite. Pareil, je vais faire un classement du 5e titre à la première position pour essayer de garder le suspense le plus longtemps possible et voir si vous allez deviner ou non quel est le titre que j'ai sélectionné en tant que grand vainqueur. À la 5e place, j'ai mis L'Empire des femmes, parce que même si c'était une belle découverte, j'ai été moins transportée par ce titre-ci que par les autres, de par le fait qu'il était assez lent au tout début et donc j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le cœur du récit.
Et comme je vous disais, moi, cette domination sur un sexe par rapport à l'autre, c'était pas tant mon truc. L'idée était bonne, le fond est là, mais ça manquait peut-être un petit peu de punchy, d'un petit quelque chose derrière pour faire que le récit me transporte complètement. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à cette place-ci. En 4e position, j'ai mis La princesse sans visage. Alors c'est vrai que j'ai bien aimé cette lecture. Je l'ai trouvée à la fois belle, entraînante, magique, avec une plume qui était assez addictive, des épreuves intéressantes, mais un petit peu comme pour l'Empire des femmes, il traînait un petit peu en longueur au début. Certes, le temps de mettre en place les intrigues, de faire la présentation des personnages, de l'univers, mais l'univers est très riche, très fourni, et il demande donc beaucoup d'informations. Ce qui fait que le lecteur peut avoir tendance à se perdre dans les descriptions plutôt qu'à avancer dans le cours du récit. Et c'est un petit peu dommage, mais ça restait malgré tout une belle découverte. On attaque les 3 marches du podium avec là, en 3e position, Mémoire de la forêt. J'ai longtemps hésité parmi les 3 derniers titres parce que c'est 3 lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées pour des raisons totalement différentes. Et Mémoire de la forêt, je l'ai beaucoup aimé par son côté justement à la fois douceur et à la fois tristesse. Il est beau, mais il est triste, il est doux, mais il est cruel, il est porté par une belle plume et des illustrations magnifiques. Il a touché beaucoup de monde et je pense qu'il a une saveur toute particulière si on a une personne atteinte d'Alzheimer parmi nos proches, parce qu'il résonne différemment en nous et ça apporte un côté un petit peu douceur amère qui est à la fois agréable et terriblement triste et frustrant parce qu'on ne peut rien faire face à cette maladie. Et l'auteur arrive à nous porter, à nous faire vivre un peu d'espoir avec Ferdinand Taupe et à nous offrir un monde quand même assez magique. En 2e position, j'ai tellement hésité et galéré pour ces 2 derniers titres qui, je pense, vous avez deviné desquels il s'agit. Peut-être que si vous avez suivi mes vidéos, vous avez déjà à peu près une idée de qui je vais mettre en première position, mais je vous avoue que j'ai longuement, très longuement même, hésité. Parce que j'ai adoré les 2 lectures. Et finalement, avec le recul, avec une rétrospection de tout ce que j'ai lu et avec mes impressions, j'ai décidé de mettre en 2e position Sistra. Sistra parce que je l'ai adoré. J'ai aimé ce côté un petit peu battle royale qu'il y avait entre ses frères et sœurs qui doivent combattre à mort parce qu'il ne doit en rester plus qu'un selon la loi. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la plume, j'ai aimé l'univers et le cadre dans lequel ces personnages évoluent. Mais malheureusement, j'ai été transportée qu'à partir de la 2e partie de l'acte 2 en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en 2e position parce que j'ai pas été transportée dès le 1er chapitre. Il a fallu mettre un petit peu de temps pour pouvoir m'imprégner de l'univers, pour que je puisse rentrer avec ces personnages dans cette histoire différente des autres, dans cette histoire qui m'a marquée, qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné envie d'aller découvrir le tome 2. Mais je l'ai donc mis en 2e position parce qu'il m'avait transportée, mais on va dire à 98%. Et donc c'est pour ça qu'en première position, j'ai mis celui qui a été un véritable coup de cœur et qui m'a transporté à 100% dès les premières pages avec Tiziri. Tiziri, je pense que dès la première vidéo où je vous en ai parlé, je vous ai chanté ses louanges à toutes les sauces. Parce que j'ai adoré la couverture et la mise en page, parce que j'ai aimé la plume, parce que j'ai aimé l'univers, parce que j'ai aimé le personnage de Tiziri. J'ai aimé le côté un petit peu avatar, comme je vous disais, avec cette relation proche qu'ont les écomères avec la nature, avec cette jungle qui est un personnage à part entière qui sait penser, qui sait se protéger et lutter contre l'envahisseur, tout comme se renouveler, avec ces humains qui ont leurs qualités comme leurs défauts et qui ont certainement beaucoup de secrets à cacher, et avec cette relation qui commence à se nouer entre Tiziri et la nature, entre Tiziri et les écomères, entre Tiziri et toutes les idées qu'elle se faisait de ce monde, ça m'a transportée. J'ai littéralement adoré. Et dès que le tome 2 est sorti, je me suis ruée sur les précommandes parce que c'est sûr et certain que je voulais le lire, le découvrir et savoir avec joie et appréhension comment va se terminer cette duologie. C'est donc Tiziri que je porte au nu parce que je l'ai adoré. Et je serais super contente de voir que c'est celui-ci que j'ai choisi qui pourrait remporter le trophée.
Alors évidemment que si c'est un autre titre, je serais contente également, mais comme je vous disais, si je l'ai mis en premier, c'est que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Donc c'est pour Tiziri que j'ai voté. Et une fois de plus, ces 5 lectures ont été dépaysantes, ont été rafraîchissantes, ont été frissonnantes par moments et ont été délicieuses dans tous les cas. C'était une excellente aventure, je me suis régalée à être jurée du PLIB et si j'ai l'opportunité de recommencer l'an prochain, je le ferai avec plaisir parce que c'était une excellente expérience et que j'adorerais réitérer. C'est donc avec cette séquence que je vais terminer cette vidéo. Merci d'avoir suivi toutes les vidéos du PLIB. C'était la dernière que j'allais donc vous présenter. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous aviez deviné que j'allais mettre Tiziri en première position ou non, et si vous aussi vous l'auriez choisi en premier, ou si c'était un autre titre que vous avez préféré. En attendant, merci donc d'avoir visionné cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!